Impeccable. Je t'en prie. Allez, donc aujourd'hui, on attaque la deuxième partie qui concerne le mix énergétique actuel. Donc, la dernière fois, je m'étais arrêté au XXe siècle et on avait notamment parlé de l'importance géostratégique et voilà des ressources pétrolières. Et il fallait noter notamment donc que le pétrole, il a un problème, c'est qu'il est réparti inégalement à la surface de la planète. Alors évidemment, on sait qu'actuellement, il y a à peu près 40% des ressources pétrolières qui sont entre les USA, la Russie et l'Arabie Saoudite. Alors l'Arabie Saoudite, c'est du très très bon pétrole. La Russie, ça dépend du champ pétrolifère dont on parle, mais il y a des très bons champs pétroliers. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus inaccessibles, ceux qui sont en Sibérie. Et puis aux USA, ils ont passé leur pic pétrolier depuis très longtemps en fait en pétrole conventionnel. Et aujourd'hui, on parle de pétrole de schiste. D'accord. Donc ça a une importance véritablement géostratégique parce que pour que les pays qui utilisent ce pétrole fonctionnent, ils sont obligés de s'approvisionner donc dans des pays étrangers et en général, ils sont obligés de payer en dollars. Et voilà, ça pose des difficultés. Donc un baril de pétrole, ça représente 159 litres de pétrole. Et on vous dit qu'aujourd'hui, on a à peu près 1732 milliards de barils de pétrole de réserve. Alors, il faut mettre ces stocks en parallèle des flux. Par exemple, c'est la Chine qui est le premier consommateur mondial aujourd'hui. Hein. Bon, on n'est pas forcément très étonné de ça, puisque c'est un peu l'usine de la planète actuellement. L'Europe, c'est la troisième zone économique la plus consommatrice, avec 14,5%. Et puis, on voit que la zone Asie-Pacifique, dans son entièreté, hein, ça représente 38%, évidemment, tiré par la Chine. 23,5% pour l'Amérique du Nord. Donc là, vous avez les trois grands espaces qui véritablement consomment énormément de pétrole. La consommation mondiale, elle est proche de 100 millions de barils par jour. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que pour les 5 prochaines années, c'est à peu près la consommation qu'on va conserver, hein, 100 millions de barils de pétrole par jour. Donc on peut faire quelques petits calculs. 159 multiplié par 100 millions, ça fait du 15,9 milliards de litres par jour. C'est ça qui passe soit dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité, soit dans les moteurs thermiques, hein, pour les voitures et ainsi de suite. Ensuite, on peut calculer ça en termes de kilowattheures ou de terawattheures, là, pour le coup. Donc, ça fait du 0,159 terawattheures par jour. Ça, c'est l'énergie. Donc, ça veut dire 159 gigawattheures par jour. 159 milliards de watts-heure par jour. C'est la quantité énergétique qu'on tire du pétrole. Donc, c'est vous dire à quel point, actuellement, se passer du pétrole, c'est vraiment quelque chose de très, très compliqué. Et 1732 milliards de barils, en fait, si on continue cette consommation de 100 millions de barils de pétrole par jour, alors grosso modo, hein, avec les politiques qui sont en train de se mettre en place, on sait que vers 2035, normalement, on devrait véritablement descendre cette consommation. Mais tout de même, rien que jusque-là, si on continuait à avoir ce même rythme, on serait à 47,5 années de ressources pétrolifères. Alors, grosso modo, on va dire qu'on est plutôt entre 45 et 50 ans. Hein, il y a toujours une sorte de marge d'erreur, notamment parce qu'il y a d'autres champs pétroliers qui peuvent être mis en chantier actuellement. On sait que ça pose problème et que ça pose des controverses parce que le CO2 qui sera émis, voilà, ça pose problème pour le climat. Et à l'inversement, il faut aussi savoir que c'est très compliqué d'aller chercher en quelque sorte les dernières gouttes de pétrole dans les champs pétrolifères et qu'il faut énormément d'énergie et énormément de capitaux en fait à la fin pour pouvoir drainer les quelques barils qui vont rester. Donc la fin, elle est très incertaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore, pour le fonctionnement qu'on a actuellement, donc 100 millions de barils par jour, on a des réserves encore, grosso modo, voilà, pour un demi-siècle. Le pétrole, donc quand il est extrait, il est brut. Il va falloir le raffiner. Alors il faut le raffiner pour pouvoir faire en fait des carburants principalement, mais aussi du fuel pour les chaudières et puis du fuel pour les centrales thermiques. Ensuite, une fois que tout ça est raffiné, donc si on pense par exemple aux carburants, il va falloir aller les emmener dans des dépôts.
Si on parle de la France, il y a environ 200 dépôts qui sont répartis sur la France. Et à partir de ces dépôts, vous allez ensuite avoir les camions-citernes qui vont redistribuer ce carburant à peu près sur 11 000 stations-service. D'accord? Donc là, vous avez la situation géographique des raffineries. Vous voyez que les raffineries, en règle générale, elles sont près des ports, tout simplement parce que c'est là où en fait où arrivent les pétroliers, c'est là où vont être déchargés donc les barils de pétrole, c'est là où va se faire donc le raffinage, et ensuite il y a répartition vers les dépôts dans le pays. Alors maintenant, si on parle de la Norvège, ben en fait, on va retrouver à peu près les mêmes problèmes. C'est-à-dire que comme les champs gaziers sont globalement assez proches des champs pétroliers, voire parfois ils sont confondus, on a le même problème de répartition inégale et le fait d'avoir donc des problèmes, on va dire, géostratégiques ou voilà, de géopolitique. Donc 40% des ressources gazières sont entre les USA et la Russie. Alors les États-Unis, encore une fois, parce qu'ils exploitent aujourd'hui beaucoup de gaz de schiste. Sinon, après, si on parle vraiment de gaz, j'allais dire, de meilleure qualité, donc la Russie, l'Iran, le Qatar, ça fait partie des pays qui sont vraiment les premiers exportateurs de gaz naturel qui vont être majoritairement, eux, transportés par gazoduc. Ce qui n'est pas le cas du gaz de schiste des États-Unis, à part pour la consommation, on va dire, domestique. Mais si vous devez l'importer en France, en fait, il va falloir le mettre sous forme de GNL, donc gaz naturel liquéfié. Il faut des méthaniers pour le transporter, qui sont des bateaux qui coûtent très cher et qui sont très spécialisés. Et après, il faut un terminal méthanier. Donc, par exemple, en France, il y en a un à Montoire de Bretagne, qui va accepter donc de retransformer ce gaz naturel liquéfié en gaz naturel qui va pouvoir être utilisé par exemple au niveau de votre gazinière. D'accord? Donc les réserves de gaz naturel dites prouvées, celles dont on est sûr qu'elles existent, dans le monde se chiffreraient à 188,1 milliers de milliards de mètres cubes à la fin de l'année 2020. Ça, c'est ce qu'on avait. Comme toujours, il faut regarder par rapport au flux, parce que là, c'est un stock, mais qu'est-ce que ça représente en termes de flux? Donc l'Europe, c'est la 4e zone économique la plus consommatrice de gaz. On voit qu'à côté, l'ancienne URSS, la CEI, 14,1%, parce qu'en fait, comme ils ont des ressources très importantes en gaz et qu'ils ont installé des gazoducs depuis un certain temps déjà, en fait, ils utilisent déjà ce gaz pour énormément de choses dans ces régions du monde. En Amérique du Nord, 27%, on voit bien que là, c'est une très grosse consommation domestique. Alors évidemment, il y a aussi avec le Canada, mais c'est une très grosse consommation domestique. Et l'Asie-Pacifique, 22,5% de la consommation. Là encore une fois, ça va être tiré aussi par la Chine et les industries qui nécessitent donc d'avoir par exemple des fours où on fait monter les températures à très haute, voilà, très haute valeur. Donc là, il faut consommer beaucoup de gaz. Alors, quelques valeurs quand même pour se fixer une idée de ce que ça représente. 1000 mètres cubes de gaz naturel, ça vaut 36 gigajoules, donc 36 milliards de joules. C'est l'énergie que ça contient. Une tonne de gaz naturel liquéfié, c'est 46 gigajoules, 46 milliards de joules. La France, elle consomme environ 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année. Donc là, ça permet de remettre en parallèle la quantité d'énergie en fait qu'on consomme. Et on consomme chaque seconde 1270 mètres cubes. Donc soit dans des centrales thermiques à gaz pour produire de l'électricité, soit du gaz pour les chaudières à gaz pour le chauffage, soit dans l'industrie pour, comme je disais tout à l'heure, des fours. Alors ça peut être des fours par exemple pour faire du verre, ou encore ça peut être pour votre gazinière pour faire la cuisine. Et ça nécessite en fait tout un réseau. C'est le gaz, en fait, ça nécessite un peu, comme dans le corps humain, une sorte de réseau de capillaires. Et donc là, c'est des tubes, c'est des gazoducs qui vont permettre d'apporter depuis les pays donc du Proche-Orient ou du Proche-Orient, anciennement l'Empire soviétique, de la mer du Nord, de Norvège, et puis donc du Maghreb, les quantités dont on a besoin en fait pour fonctionner en Europe. Donc le marché européen, en fait, il est dépendant, très dépendant du gaz qu'on peut importer.
Et donc, on a construit des structures, les gazoducs, pour pouvoir approvisionner tous ces pays en gaz. Donc ça, c'est le réseau. Si tu me permets, j'ai envie de dire qu'on en a beaucoup parlé dernièrement, justement, avec le Nord Stream 1 et le Nord Stream 2, et on a pu voir justement en fait l'importance des installations auxquelles tu faisais référence, dans la mesure où ça conditionne justement le transport des énergies en question. Et si jamais ces installations viennent à faire défaut, alors ça engendre beaucoup de difficultés pour un certain nombre de pays, en fait. Exactement. Non seulement, par exemple, pour le chauffage, parce que l'Allemagne utilise beaucoup de gaz en fait pour son chauffage, c'est également les pays plus à l'est, hein. Et puis c'est aussi une question économique en fait, parce que du coup ton industrie, alors ça dépend si tu l'utilises directement ce gaz là, comme par exemple je te disais des fours, mais également pour produire de l'électricité, hein. On utilise beaucoup de centrales à gaz en fait pour produire l'électricité de pointe, c'est-à-dire ce qui se situe au-delà de ce qui est la masse d'électricité qu'on produit globalement. Hein, par exemple, en France, la masse d'électricité, c'est le nucléaire. Et puis quand tu as des pointes, on va utiliser les centrales à gaz, parce qu'en fait, c'est très pilotable. On peut produire la quantité d'électricité qu'on veut de façon très fine. Ce qu'on ne peut pas forcément faire avec le nucléaire, c'est plutôt un mammouth, hein. Il y a une certaine inertie en fait dans la production électrique des centrales. Et puis après, on ne peut pas compter sur le solaire ou sur l'éolien quand on produit, par exemple, la nuit. Hein, quand les entreprises tournent en 3/8, en fait, les centrales à gaz, quand il y a des coûts de production comme ça très, très intenses, soudainement, c'est ce qu'il y a de plus facile pour adapter la production. Donc, oui, tout sans C'est gaz. toujours le problème de l'équilibre en fait entre la production et la consommation, si je te suis bien. Exactement, parce qu'en fait, les gens savent pas trop ça, mais si on produit trop pour le réseau, en fait, le réseau peut tomber. Et il faut à peu près 3 à 4 jours pour faire repartir un réseau électrique. Et à l'inverse, c'est pareil, si on n'a pas assez de production électrique sur un réseau et que tout le monde se met à tirer, le réseau peut aussi s'effondrer. Donc en fait, il faut essayer de coller le plus possible entre production et consommation. Donc c'est vraiment très important. Il y a des gens qui s'occupent de ça spécifiquement, hein, qui s'occupent de dispatcher en fait. Et Les- si je comprends bien, c'est aussi ce qui a justifié certaines politiques qu'on a pu voir en France pendant assez longtemps, par exemple, avec le fait justement de privilégier la consommation de certains appareils de manière nocturne, par exemple, c'est bien ça. Oui, c'est parce qu'en fait, il y a tu as des moments de pointe qui sont vraiment, on va dire, électro-intensives. Alors, le mot est un peu abusé parce que électro-intensif, on l'utilise notamment pour les industries. Mais en fait, à un moment donné, il y a trop de gens qui vont se connecter et en fait, ça coûte un peu cher de s'adapter comme ça à la pointe parce qu'il faut acheter, surtout aujourd'hui, en fait, il faut acheter sur le marché le gaz qui va te permettre de produire l'électricité pour cette pointe. Et donc, en fait, si on avait mal prévu, si on avait mal quantifié la quantité dont on avait besoin, du coup, on peut se retrouver sur le marché à devoir acheter à des prix qui sont importants. C'est exactement ce qui est en train d'arriver actuellement. C'est-à-dire que comme on a un problème sur l'approvisionnement en gaz, le prix du gaz a monté. Et en fait, si on calcule mal nos besoins ou si, comment dire, si soudain on a besoin de gaz d'un coup, on va le payer très cher. Et à l'inversement, si on en a trop, pour le vendre, on va le payer pas forcément très cher si on est le dernier jour où les gens en ont besoin, tu vois. Donc il y a un problème sur le marché du gaz en Europe. En fait, il y a un problème sur sur le marché du coût de l'énergie, de l'électricité qui, voilà. On en reparlera après, mais il y a des choses qui se sont mises en place pour permettre en fait une libéralisation du marché de l'énergie et qui pose problème aujourd'hui en termes de consommation de ces ressources. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est véritablement un système avec des veines, des capillaires. Quand on voit le réseau français de transport du gaz, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment important d'avoir cette image-là en tête.
C'est ce que je vais te dire. Si tu me permets, j'avais envie de faire un peu le parallèle avec le trafic en quelque sorte. C'est un peu comme si tu avais justement, notamment les sorties les heures de sortie du travail, etc. Et ce phénomène de bouchon entre guillemets, et puis la capillarité comment dire, de la carte que tu as montré en fait me fait penser justement ce qui constituera en quelque sorte des routes, si on va aller par là. Exactement, exactement. Ce qu'il faut bien penser, en fait, c'est que souvent, on a tendance à penser en silo et on isole les éléments, mais en fait, il faut voir tout ça comme un tout. Nos modes de vie sont interconnectés avec les énergies qu'on a mises en place et ces énergies, elles sont liées à nos modes de vie en retour. C'est-à-dire que, par exemple, tu parlais des gens qui sortent du travail et qui rentrent chez eux. Bah, quand ils rentrent chez eux, en fait, ils vont allumer la télé, ils vont allumer la lumière, ils vont peut-être commencer à cuisiner. Et en fait, d'un coup, il va y avoir une demande très importante d'électricité dans les foyers. Et en fait, il va falloir derrière que EDF et RTE, qui transportent donc cette électricité, soient en capacité de réagir très rapidement. Donc, c'est EDF qui fournit l'électricité qui va être nécessaire, c'est RTE qui la transporte. Et voilà, en fait. Et alors pour le gaz, maintenant c'est Engie. Avant c'était GDF, hein, mais maintenant c'est Engie. Et donc voilà, c'est le système qui il est totalement lié à nos modes de vie et nos modes de vie, eux, ont évolué par rapport à l'énergie qu'on était capable de procurer en fait aux gens et à la société et au pays. Donc Et tout est interconnecté. si tu me permets une dernière question avant de te laisser continuer, je pense qu'en fait, justement, enfin, tu vas me dire ce que tu en penses, mais il me semble que justement, ce morcellement qu'on a pu connaître d'une ancienne entreprise d'État, justement, qui gérait un peu tout d'un bout à l'autre, qui a été morcelé, c'est quand même une difficulté supplémentaire aussi pour la gestion. Ouais. Euh, Alors on va reparler parce que ça fait partie de la d'accord. présentation et je vais y revenir effectivement. Parce que ça, c'est très très important d'aborder ce sujet-là. D'abord pour comprendre comment ça fonctionne, et ensuite pour comprendre effectivement pour les citoyens quand ils prennent des décisions ou quand ils ont des députés qui les représentent à l'Assemblée, pour leur envoyer par exemple des courriers pour leur demander pourquoi ils votent des lois qui vont à l'encontre, j'ai envie de dire, des intérêts des citoyens français. Voilà. Donc je vais le raborder. Donc en Europe, on consomme entre 60 à 62 hexajoules. Donc ça fait une quantité d'énergie qui est véritablement gigantesque. Ça représente entre 16 600 à peu près et 17 200 TWh. Donc c'est vraiment une consommation du bloc européen qui est vraiment très importante. Et si on regarde la France et l'Allemagne, c'est les deux gros pays en fait qui tirent la consommation énergétique. Et c'est pas pour rien, parce qu'en fait ça fait partie des deux plus grosses, enfin j'allais dire des trois plus grosses économies en Europe. Donc la France, elle se situe autour de 10 hexajoules, ça fait 2777,8 TWh. Si vous vous souvenez de mon cycliste, ça fait 4 milliards d'euros, 4000 milliards pardon, de Robert en train de pédaler à 700 watts de puissance. Donc vous imaginez voilà la quantité de personnes en fait qu'il faudrait pour produire cette énergie. Et l'Allemagne se situe autour de 13 hexajoules, donc 3611 TWh. Et je rappelle que l'énergie, elle est liée à l'économie. Donc plus on a d'énergie consommée, en fait, plus ça vous montre que l'énergie, ça vous montre que l'économie, elle est, comment dire, elle est agitée en quelque sorte. Hein, vous avez plus de personnes qui se baladent en camionnette, qui transportent des marchandises, plus d'entreprises qui sont en train de fonctionner, et ainsi de suite. L'Europe avant 2022 et puis le conflit avec entre la Russie et l'Ukraine, on importait environ 40% de gaz venant de la Russie et 25% du pétrole. Donc ça donne une idée de la dépendance qu'on a à l'encontre d'un seul pays. J'allais dire un seul empire, mais ça c'est la volonté plutôt de Poutine de rebâtir une sorte d'empire, mais voilà, on a un pays qui nous fournit quand même une très très grosse quantité d'énergie, et donc ça, en fait, ça nous met un peu dans ses griffes, si on peut dire ça comme ça.
Si tu as pu suivre une des dernières vidéos des Lucides, justement, il parlait du fait que les empires restaient des empires, en fait. Et donc, il était Dans leur question tête, les empires restent des notamment empires, hein. de... Comment? Les Français pensent toujours en fait qu'ils sont un grand pays, alors que on est dans la phase descendante. Voilà, après la délocalisation, on a perdu des territoires, des ressources, et donc maintenant il faut payer pour tout ça. Et donc on a du mal à avoir en tête que ça nous coûte cher et qu'en fait il faudrait réussir à redimensionner en quelque sorte notre économie et notre population et notre consommation d'énergie à la taille, pour le coup, de ce qu'on voudrait être. Là, je pense qu'il y a un débat fondamentalement idéologique et politique à mener sur c'est quoi l'avenir de la France en termes de pays, de compétition mondiale, d'entrepreneuriat. On en parlait dans l'émission juste avant. Qu'est-ce qu'on veut? Quel est l'avenir pour la France? Quel est l'objectif? Il y a très certainement des choses à faire, par exemple, à se développer, à être dans un meilleur, comment dire, dans de meilleures conditions de vie et meilleur niveau de vie, meilleure qualité de vie en France. Il y a des choses à faire de ce côté-là et des choses à transmettre à d'autres pays européens autour de nous avant que ça puisse diffuser comme un modèle. Parce que pour le moment, nous, le modèle qu'on a en France, c'est le modèle qui s'est importé de l'Empire américain. Donc ça, c'est notre problème, c'est qu'on a cette politique-là, cette vision du monde à diffuser vers nous. On l'a adoptée, on en a fait quelque chose pour développer nos sociétés, on a eu un certain bien-être. Aujourd'hui, on est dans une phase descendante euh, post-coloniale, dans une phase descendante post, euh, j'ai envie de dire post, euh, abondance de l'énergie en quelque sorte, on pourrait dire ça comme ça, notamment de l'énergie pas chère et du pétrole, qui est voilà l'énergie pas chère par excellence, l'énergie du transport par excellence. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir se discuter. À un moment donné, il va falloir mettre les choses sur la table. C'est pas possible de continuer à parler d'ambition pour le pays sans mettre tout sur la table. Quel type de pays on veut, quel avenir pour les Français, quel type de consommation énergie et en quelle quantité, et puis quelle dépendance par rapport aux autres pays. Ça, c'est important. Donc, si on regarde le mix énergétique français, notamment la consommation d'énergie primaire. Donc, la consommation d'énergie primaire, c'est tout ce qui est, en quelque sorte, qui arrive dans tous les foyers, sans qu'il y ait de pertes. Parce qu'en cours de route, vous allez avoir des pertes. D'accord? Donc, si on regarde ça, on voit que le nucléaire, ça représente, ou ça représentait en 2020 plutôt, 40% du mix énergétique. Donc, le mix énergétique, il concerne aussi donc, des ENR, des énergies renouvelables. Donc, dedans, il y a de la biomasse, de l'hydraulique, les pompes à chaleur, de l'éolien, du solaire. Et puis, il y a aussi après le gaz naturel. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, qui va être utilisé soit pour les centrales thermiques, soit pour votre chaudière pour le chauffage, soit pour comment dire, dans les industries qui en ont besoin. Et puis vous avez le pétrole notamment énormément pour le transport. Et ce mix énergétique, en fait, on peut le représenter en différents secteurs. Donc par exemple, l'industrie, on voit qu'elle consomme ou qu'elle a consommé plutôt en 2020 302 TWh. Et dedans, il y a beaucoup de gaz et il y a beaucoup d'électricité, et donc qui vient du nucléaire. On voit que les ENR, ça ne représente pas grand-chose. Le charbon, ça ne représente plus grand-chose non plus. Et le charbon, en fait, c'est surtout pour la production d'acier. Alors, je ne sais pas si on a toujours de la production d'acier. Je crois qu'il ne reste plus beaucoup de production d'acier en France. Hein. Et on a de la chaleur commercialisée. Donc, ça peut être les pompes à chaleur, mais ça peut être aussi les réseaux de chaleur. Ensuite, vous avez le transport. Et là, vous voyez que dans le transport, c'est majoritairement le pétrole. 443 TWh, donc ça représente beaucoup en termes d'énergie. Le tertiaire, donc 269 TWh. Donc le tertiaire, c'est les bureaux, c'est les services. Et donc là, vous avez beaucoup d'électricité, notamment parce que vous avez du chauffage, et puis vous avez des appareils électriques, ça peut être votre photocopieuse, votre ordinateur. Vous avez du gaz, donc typiquement chaudière à gaz, et puis vous avez du pétrole, c'est typiquement les chaudières au fioul, par exemple.
Vous allez retrouver le même type de profil pour le résidentiel, donc avec de l'électricité pour les appareils électriques. Donc évidemment, c'est un peu moins important en termes de consommation de la part de l'électrique pour les foyers, parce qu'ils n'ont pas forcément autant d'appareils électriques que des entreprises. Oui, puis je pense qu'il y a aussi un peu un problème justement de volonté d'économie peut-être plus important encore, notamment Ouais, par rapport aux moyens financiers ouais. dont Par contre, ça dispose. représente à peu près la même quantité, hein. Il faut bien voir, c'est les mêmes quantités. Par contre, c'est pas le même ratio. Donc ça, c'est D'accord. important. Tu as évidemment, donc encore d'une fois, du gaz naturel. Tu as des ENR parce qu'il y a des gens qui vont utiliser notamment les pellets de bois. Tu as aussi ce qu'on appelle de la cogénération. C'est les déchets qui vont être brûlés et en même temps, on va permettre à la chaleur d'aller chauffer des résidences, du résidentiel. Et puis, donc, il y a encore du pétrole qui va être pour, de nouveau, les chaudières au fioul. Et puis à la fin, il y a encore cette chaleur commercialisée, donc les réseaux de chaleur et les pompes à chaleur. Et là, par exemple, il y a énormément à faire sur ces choses-là. L'agriculture et la pêche, donc on voit que majoritairement, donc c'est du pétrole, parce qu'en fait, c'est les carburants, hein, majoritairement, de l'électricité pour voilà, certaines machines, et puis le reste, il est vraiment assez anecdotique. Sur la consommation finale énergétique, donc on peut reprendre ça, les différents secteurs, et on voit que le résidentiel et le tertiaire, c'est ce qu'il y a de plus important, 756 TWh, donc majoritairement du chauffage et des appareils électriques. Voilà, c'est vraiment le gros des usages humains, on peut dire. 443 TWh, voitures individuelles, transport routier, on peut rajouter un peu de transport maritime et du transport des avions, mais les avions, par exemple, ils vont être aussi dans le non affecté là. Les pays, en fait, ils aiment pas trop comptabiliser ce que consomment les avions quand ils sont dans le ciel, dans les zones internationales. Donc, en fait, il y a des parties parfois qu'on peut pas tout à fait compter, qu'on n'arrive pas à affecter. Bon, c'est de l'énergie qui est par là. 332 TWh pour l'industrie, donc c'est principalement donc des fours à gaz et de l'électro-intensif. Donc, et puis après, vous avez 51 TWh pour les carburants qui représentent la majorité de ce que consomme l'agriculture et la pêche. Là-dessus, il faut comprendre qu'il y a une partie de l'énergie, donc ici 1088 TWh, qui va être perdue. C'est-à-dire que pour produire l'énergie qu'on va utiliser, on utilise des convertisseurs. Donc si par exemple je prends l'exemple de centrales nucléaires ou de centrales thermiques, le rendement de la turbine, c'est 30% à peu près. Donc ça veut dire qu'il y a 60% de l'énergie qui est produite qui est perdue. Voilà. Parce qu'en fait, il y a ça qui rentre en jeu, c'est-à-dire que quand vous utilisez des turbines pour produire de l'électricité, bah, vous avez de la perte. Donc ça, c'est des choses qu'il est difficilement améliorable. Hein. Il y a un taux de rendement, comme on dit, et voilà, ça c'est difficile. La production d'énergie primaire par énergie, donc on voit que c'est le nucléaire qui aujourd'hui représente la majeure partie de cette source d'énergie primaire. Ensuite, on a de l'hydraulique et les énergies renouvelables qu'on peut mettre entre l'éolien, le solaire, du renouvelable thermique, des déchets. Voilà. Je vous ai dit tout à l'heure que nous, on ne produisait pas de pétrole, hein, on l'importe. Et donc, on importe environ 34 millions de tonnes d'équivalent pétrole. Voilà. Et ça, c'est réparti entre plusieurs pays. Donc, par exemple, 15,6% vient du Kazakhstan, 12,7% vient des États-Unis, donc là, du pétrole de schiste, hein, 11,8% d'Arabie Saoudite, 10,7% de Norvège, 10,3% d'Algérie, puis ensuite d'autres pays. Vous voyez que la Russie, c'est 8,7%, hein, c'est pas nous qui sommes les plus dépendants au pétrole russe. Vous voyez qu'en 2020, là, ici, il y a une chute très importante des importations de pétrole. Ben, c'était dû au Covid. Et cette chute que vous voyez là, en fait, c'est une chute qu'il faudrait faire tous les ans
voilà, pendant au moins 30 ans, si on veut réussir à endiguer les rejets, enfin en tout cas de permettre de réduire véritablement de façon très importante les émissions carbone de la France. Bon, évidemment, vous avez déjà l'Europe qui a acté qu'en 2035, normalement, il ne devrait plus y avoir de moteur thermique. Mais vous avez aussi donc toutes les chaudières à gaz et toutes les chaudières à fioul, donc ici, pour le pétrole, c'est les chaudières à fioul, qui devraient être supprimées, remplacées normalement par des pompes à chaleur qui, elles, vont nécessiter de l'électricité. Donc ça veut dire qu'en France, il faudrait qu'on produise plus d'électricité pour pouvoir faire cette conversion des chaudières à fioul. Et puis de l'autre côté, bah, c'est pareil, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait du gaz, il va falloir faire la même chose avec les chaudières à gaz. Il faudra également remplacer ces chaudières à gaz par exemple des pompes à chaleur. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut électrifier, donc il faut produire encore plus d'électricité, il faut augmenter la production d'électricité. Alors en 2020, la facture en pétrole brut, elle s'est élevée à 9,8 milliards d'euros. Donc on voit, on est à peu près à 10 milliards d'euros qui sont versés à différents pays. Plus 16,6 milliards d'euros qui sont liés aux produits raffinés qu'on fait importer, donc ce sont des carburants hein, quand on parle de produits raffinés. Et ça, c'est possible quand on a des faibles prix du pétrole. On était à 41,75 $ pour le baril de Brent. Bon, maintenant, vous imaginez que vous passez un baril qui est autour de 50 ou même 60 $. À un moment donné, les caisses de l'État commencent à être sérieusement impactées. Donc, il faut vraiment que, en termes de stratégie, mais on en reparlera la prochaine fois quand on abordera ça pour le futur, mais il y a quelque chose à prévoir en termes de stratégie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste dire on va se passer du pétrole, il faut vraiment, en face de ça, mettre un plan qui permette d'en sortir très, à la fois progressivement et en même temps rapidement, et faire monter à la fois la production qui correspond à ce qui va disparaître ou ce qu'on veut faire disparaître. Donc ça, c'est quelque Si je chose. comprends bien, à l'heure actuelle, on est sur comment dire, sur une courbe vers plus de besoins d'électricité. C'est bien ça. Oui, exactement. D'autant Si, que, notamment nous, dans le programme, ce qu'on propose, c'est donc le ferroutage, c'est-à-dire en gros de remplacer beaucoup comment dire, de transport par camion par le train. A priori, on passerait justement vers de consommation de pétrole vers de la consommation d'électricité, c'est bien ça? alors oui, le train, c'est de la consommation d'électricité. Donc si on augmente le ferroutage, c'est de la consommation d'électricité. Après, le transport routier en soi, c'est pas ce qui est le plus important en France en termes de transport. Ce qui est le plus important, c'est vraiment le transport individuel. Donc si on parle de devoir faire des changements, ce qu'il faut, c'est aussi changer les modes de transport des gens. C'est avoir plusieurs types de transport, plusieurs modalités de transport, véritablement. Et puis, Notre but, c'est aussi de développer les transports en commun de manière bien plus conséquente qu'ils ne sont à l'heure actuelle, et notamment de rouvrir beaucoup de petites gares qui avaient été fermées, etc. Donc en fait, on est aussi un petit peu dans la même optique que ce dont on parlait justement à l'instant pour les entreprises, mais aussi pour le particulier, si j'ai bien compris. alors effectivement, pour le particulier, remettre des gares un peu partout, c'est-à-dire redéployer un réseau plus conséquent, euh, c'est évidemment une des solutions. Ça ne résoudra pas tout parce qu'en fait, euh, Ouais, j'ai envie de dire, l'emploi des gens est éclaté sur le territoire. Donc en fait, il faut vraiment, là, il va vraiment falloir penser en intermodalité. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir juste penser en termes de je fais du ferroutage, mais il faut du ferroutage avec des plateformes logistiques à la sortie de ces stations où vont arriver les produits, où il va falloir peut-être des camionnettes qui seront certaines à hydrogène, d'autres à gaz, d'autres électriques. Et puis pour les gens, c'est pareil. Il faudra peut-être avoir des trains qui vont circuler, qui permettront d'avoir des vélos, ou peut-être des vélos en location, ou peut-être des véhicules électriques à la sortie de la gare
en location pour pouvoir se déplacer et pas juste avoir des transports en commun en fait. Les transports en commun, c'est très bien quand on a une aire géographique qui est assez dense. Dès qu'elle commence à être En milieu urbain en particulier, c'est ce que tu veux dire par là, en fait. voilà, urbain et périurbain, véritablement, ça a tout son sens. Maintenant, dès qu'on arrive dans la ruralité, il y a des zones dans lesquelles ajouter des transports en commun, c'est de la dépense énergétique très importante pour en fait peu de revenus. Et si c'est pas subventionné à une très haute part, en fait, c'est pas soutenable, économiquement parlant, hein, j'entends. Mais même peut-être énergétiquement, hein, si on parle par exemple de flotte de bus à l'hydrogène, à un moment donné, c'est produire de l'hydrogène vraiment très cher pour quelque chose qui pourrait être remplacé vraiment par d'autres modalités de transport, comme le vélo. Donc par exemple, là, typiquement, il faudrait plutôt avoir des crédits pour transformer les routes avec plus de voies cyclables, protégées, des voies cyclables peut-être un peu plus larges pour permettre à des vélos cargo de se déplacer. On peut imaginer aussi des vélos avec de l'assistance électrique. En fait, il va vraiment falloir déployer de très nombreuses variétés et beaucoup d'intermodalités. Je pense que De c'est la ça. nécessité, justement, en fait, de réellement de déterminer ce qu'on veut faire pour l'avenir et justement. Ouais, et je pense d'ailleurs qu'en fait, ça peut pas venir d'en haut. Ce qui peut venir d'en haut, c'est le fait de favoriser, comment dire, des budgets, d'avoir des subventions, de planifier en quelque sorte des objectifs. Mais après, c'est sur le terrain que ça doit se réaliser, c'est-à-dire que ça va être les communes, les intercommunalités, qui sont les bassins d'emploi, qui sont les mêmes à savoir en fait quels sont les besoins pour les gens qui habitent sur leur territoire. Et donc là, je pense que pour le coup, il faut qu'on renverse la machine. Il faut arrêter de voir toujours les choses venant de l'État qui applique des procédures, des règles pour tout le monde et tout ça. Il faut qu'on reprenne euh, depuis les villes, depuis les maires, depuis les députés, depuis les régions, euh, comment on fonctionne dans un bassin d'emploi. Mais Véritablement, je pense que Qu'il y a c'est une ça qu'il va remontée des falloir. besoins du terrain, en moi, fait. j'avais envie de Exactement. poser une question. C'était que le modèle de transport en fait collectif, c'est quand même ultra écologique. Enfin, c'est un modèle économique qui ne peut que euh, être entrepris par le haut, c'est-à-dire par des modèles étatiques, alors que ton modèle de développement, comment dire, individuel, enfin, c'est quand même que des entrepreneurs globalement subventionnés par l'État. Si on reprend la création de Ford ou la création de Renault ou de Peugeot, et est-ce que en fait le modèle de transport collectif, est-ce que ça représente l'avenir ou est-ce que ça représente que la solution d'un débouché écologique ou d'un débouché, je dirais même anticapitaliste? Euh, C'est un peu osé hein, comme intervention, Ouais, mais non, anticapitaliste, je sais pas, parce qu'il y a toujours des gens qui vont ça imaginer reste qu'ils quand peuvent même très avoir étatique, de puisque ça peut l'argent être que gratuit. subventionné Alors, globalement par l'État ou de l'argent de l'État. alors pas forcément étatique en fait, parce que tu as beaucoup de systèmes qui marchent avec la région. Avec la région, mais ça Euh, reste quand même un modèle d'origine étatique ou de subvention publique. Parce qu'ils de peuvent pas y subventions arriver. publiques, ça par contre, je suis d'accord. De Ouais. subventions publiques, ça me paraît. En fait, ce qui me paraît le plus important, c'est que dans un bassin d'emploi, les, les gens qui sont à la tête des communes, des intercommunalités, du département ou de la région puissent déterminer, par exemple en termes de densité, quelle va être leur stratégie à déployer. Par exemple, On on en a revient une sur un ville qui est modèle assez dense, collectif, institutionnel et qui ouais, permet à la personne lambda de pouvoir prendre quelque chose de manière publique sans se soucier des répercussions. C'est complètement ça en fait, c'est ce qu'on attend. ce qu'il faut imaginer, c'est que il y a un moment donné, il va falloir des taxes et il faut que ces taxes soient bien dépensées. Et les transports, c'est un des meilleurs moyens d'améliorer la vie des gens. Et pour ça, quand c'est dense, les transports en commun, c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand on veut se déplacer d'une zone éloignée à une autre, ce qui commence à fonctionner le mieux, c'est plus les transports, par exemple, de bus, mais ça va être le train. Et dans ces cas-là, il faut que soit en face, on ait assez d'offres de transport public,
si on peut aller dans une zone qui est assez dense pour que ce soit rentable, ou alors il faut proposer aux gens, quand ils arrivent sur ces zones, d'avoir soit des voitures qui soient à leur disponibilité, donc ça peut être des voitures, des véhicules électriques, ou ça peut être également donc des vélos à assistance électrique qui leur permettent de rejoindre la zone où ils vont aller travailler. Et ça va dépendre ensuite des distances. Et si le réseau il est dense, si par exemple tous les bureaux sont au même endroit, ou si les entreprises vont soudain être diffuses dans leur environnement, j'ai envie de dire. Et donc en fait c'est pour ça il faut vraiment que ce soit des analyses qui soient faites localement par bassin d'emploi. Il faut que les gens se mettent autour de la table, décident de la quantité d'argent qu'ils sont prêts à allouer à des transports publics. Et donc là il faut récupérer de l'argent par l'impôt, hein, c'est l'impôt qui permet ça, et de la redistribution en fonction de ce que ça peut permettre. Donc d'améliorer la vie des gens pour aller au travail si c'est facile et si c'est dense, ou alors d'avoir des flottes de véhicules plus individuelles, pardon. Mais ça peut être aussi des subventions pour les gens pour pouvoir acheter un véhicule pour eux. Je pense typiquement par exemple aux vélos à assistance électrique. Si on leur dit vous habitez à telle distance de votre travail et en fait ça vous prendrait tant de temps d'y aller par vélo électrique plutôt que d'utiliser votre voiture qui consomme beaucoup et que vous pourriez peut-être n'utiliser après tout que quand il fait pas beau, quand il pleut, quand il fait froid, c'est déjà une amélioration considérable en fait de la situation. Et ça permet d'enclencher aussi des transformations des modes de vie et de déplacement des gens. Voilà. Donc il ne faut pas voir que par des gros systèmes. Les gros systèmes, c'est bien véritablement quand ça apporte véritablement à grande échelle quelque chose de favorable, que ça améliore les conditions. Donc par exemple pour le ferroutage, c'est évident que ça peut améliorer les conditions. Le réseau ferré, c'est évident que ça peut améliorer les conditions. Maintenant, il faut aussi qu'après, il y ait un équilibre qui se fasse entre le budget des régions, par exemple, ou le budget de l'État, et ce que ça va rapporter en termes d'amélioration de qualité de vie et de transport pour les personnes. Donc ça, c'est vraiment après un travail, j'ai envie de dire, c'est local. Et après, on peut faire remonter à l'État en disant, voilà, moi, il me faudrait tant pour pouvoir transformer ma voirie, donc par exemple, ajouter des pistes cyclables ou ajouter des voies de bus. Il me faudrait ceci pour permettre au TER de circuler plus parce que j'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui maintenant prennent leur vélo, montent dans le TER avec leur vélo et puis vont au boulot à l'endroit où ils s'arrêtent avec leur vélo. Et donc, j'ai besoin d'avoir, par exemple, un peu plus de wagons, typiquement. Bah voilà, ça, c'est des choses qu'il faut, en fait, il faut analyser finement, il faut compter. Et donc, je pense que c'est ce travail-là qui est à faire aujourd'hui si on veut véritablement transformer les modes de transport des gens, si on veut transformer notre façon de fonctionner par rapport à l'énergie. C'est des choses qu'il va falloir véritablement travailler en profondeur. Par contre, tu parlais de rentabilité. Quelque part, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment notre sujet à nous, personnellement, en tant que… Ah oui, parce que tu ne peux pas être tout le temps en déséquilibre financier, en fait. Donc, il faut que… Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, rentabilité, c'est-à-dire que d'une manière générale, tu as tendance à voir le bénéfice que tu en retires en quelque sorte. Alors qu'en fait, si tu veux, bon, tout ça, ça reste quand même dans la gamme des services. Or, notamment la droite a tendance à vouloir faire que le service soit rentable. Alors qu'en fait, nous, notre optique, c'est pas tellement ça, c'est plutôt d'offrir justement des capacités différentes aux usagers plutôt que de s'assurer. Alors qu'on fasse pas le dispositif à perte, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ça, on peut être carrément d'accord. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur le terme de rentabilité. Tu vois, dans rentabilité, il y a le fait, d'abord que tu puisses payer les salaires de tes agents, ceux qui vont transporter les gens. Et il faut ensuite que la location des véhicules ne se fasse pas à perte. Il faut que tu puisses payer les assurances et ainsi de suite. Et ensuite, il faut aussi que tu aies une sorte de rentabilité sur le confort de vie des gens. Quand je dis rentabilité, je mets tout ça dedans. C'est-à-dire qu'il
il faut aussi que le confort des gens s'améliore, qu'ils soient contents d'avoir ces outils de transport public qui soient mis à leur disposition et qui leur permettent d'avoir plus de choix de transport, plus de modalités de transport. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je pense qu'il faut qu'on le fasse rentrer, alors peut-être pas dans le mot rentabilité, mais en tout cas dans ce qu'on pourrait appeler des externalités positives, ou en tout cas des améliorations des conditions de vie, et de faire d'avoir une balance à la fin qui soit positive par rapport aux investissements. Voilà, il faut qu'à un moment donné, le système il puisse tourner dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que, par exemple, une entreprise qui va bien fonctionner, des gens qui peuvent habiter, qui peuvent rester habités dans cette commune, bah, ça va être des impôts qui vont revenir aussi à la ville, qui va pouvoir avoir des politiques d'urbanisme qui vont être encore peut-être améliorées, ou ils vont peut-être penser à faire autre chose qui peut également aller dans le sens d'une meilleure gestion, par exemple, de la consommation d'énergie pour les habitations. Peut-être que dans les logements sociaux, ils vont pouvoir faire de la rénovation après. Donc en fait, c'est ça, il faut voir que à un moment donné, il faut que le système il ne soit pas tout le temps que sur des subventions. Les subventions, c'est bien au départ pour faire sortir tous les projets, j'ai envie de dire, pour mettre tous les projets sur la table, les faire fonctionner, et à un moment donné, être en mesure d'avoir ceux qui sont rentables, qui perdurent. Et ceux qui ne le sont pas, bah, en fait, il faut les transformer, il faut voir comment on peut faire pour faire mieux, pour faire différemment. Et donc, c'est là, par exemple, où tu peux te rendre compte que peut-être qu'une offre plus individualisée, qui, par exemple, pourrait être, je sais pas, tu donnes un chèque de 600 balles à des gens, ou 500 balles pour pouvoir acheter un vélo à assistance électrique qui va leur permettre, eux, d'aller dans un endroit qui est plus mal desservi, bah, peut-être que c'est pas une plus mauvaise décision, en fait. Pourquoi je te posais la question? C'est entre autres parce que je pense qu'il y a la notion de service justement qui est imbriquée dans ces histoires en quelque sorte. Et j'ai en tête une histoire qu'on m'a racontée, c'est qu'en fait apparemment au Japon il y a une ligne de ferroviaire qui continue en fait à tourner. Et en fait c'est pour une seule personne en fait Ouais. qui doit se rendre à l'université. Et en fait, c'est là qu'on voit que ils ont considéré a priori que cette personne-là avait absolument pas d'autres moyens de vivre sa vie, de se déplacer, etc. Et en fait, ils ont continué à faire tourner la ligne. Donc en fait, je pense que c'est un exemple qui montre, c'est un peu un contre-exemple par rapport à ce qu'on a la tendance à voir un peu partout, où on veut absolument que le service soit rentable, etc. Maintenant, ce que tu disais, je trouve ça vraiment très juste et très intéressant, c'est qu'en fait, il y a peut-être justement moyen de transformer certaines mobilités, etc., par d'autres, justement en adaptant les moyens et permettre justement d'offrir le service malgré tout, mais que justement ce service soit pas à perte. Ouais, ouais. Alors, je vais terminer là-dessus sur le Japon parce que en fait, moi j'y ai été au Japon et j'ai déjà pris une ligne de ce type qui permet en fait d'aller dans une zone où tu peux aller faire de la randonnée en montagne en fait. Et là, c'est typiquement le cas d'intermodalité. C'est-à-dire que j'ai pris le Shinkansen, donc c'est l'équivalent du TGV là-bas, qui est un train qui est plutôt cher pour les gens qui habitent au Japon et qui y vivent. Et ensuite, il y avait une ligne de train qui permettait d'accéder jusqu'à l'endroit où un bus t'attendait pour te faire monter en altitude dans la station pour aller justement faire tes randonnées et ainsi de suite. Et en fait, il y a toute une partie là-dedans qui est pas rentable, mais en fait, ils reprennent l'argent sur d'autres parties, sur d'autres lignes. En fait, tout à l'heure, on parlait du système de péréquation. Bah, il y a des systèmes de péréquation au Japon, c'est-à-dire qu'effectivement, on considère que il n'est pas normal que les gens puissent pas accéder à certaines parties du territoire. Et je pense que ça, c'est un problème de mentalité, en fait. En France, quand on a construit le réseau ferré, quand la SNCF s'est vraiment développée pour construire le réseau ferré, on a considéré que tous les gens devaient avoir accès à ce mode de transport. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on considère que c'est plus vraiment la peine, puisqu'en fait, les gens ont des voitures individuelles. Mais on pourrait très bien revenir en arrière et dire que l'État met en place
les transports nécessaires, ou en tout cas fait en sorte que les transports nécessaires, les modes de transport nécessaires, soient mis en place pour qu'aucun des citoyens français ne soit enclavé, en fait. Ouais, ne soit enclavé. Et ça pour le coup, c'est idéologique en fait. C'est une décision prise à un moment donné et que tu peux encadrer par peut-être une loi ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment important. C'est des êtres humains là qui peuvent prendre des décisions et changer les choses. Hein, ça va pas tout seul dans son sens comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment des décisions qui à un moment donné sont prises parce qu'il y a des modes de vie aussi. Et donc, si on veut changer les modes de vie, il faut aussi qu'on change nos mentalités. Il n'y aura pas le choix. Mais je pense qu'en fait, si tu veux, on a un débat en France qui est un petit peu verrouillé en fait sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de certains sujets de manière un peu superficielle, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont un petit peu placés au Parlement, mais sans qu'il y ait vraiment trop de volonté d'en débattre en quelque sorte. Alors qu'en fait, justement, c'est ce qui serait censé conditionner justement le développement sur les années à venir. Mais il y a une raison à ça, hein, c'est que de toute façon, tu n'as pas le choix en fait. Si tu veux véritablement changer les choses, il faut tout compter. Il faut une comptabilité de tout. Et donc, il faut des gens qui soient véritablement spécialisés dans ces choses-là, qui vont s'y mettre, j'allais dire à corps perdu, mais c'est presque ça en fait. Il faut vraiment travailler avec les chercheurs sur la transformation des mobilités. Il faut travailler avec des chercheurs et des énergéticiens, des ingénieurs. Voilà, quelles sont les possibilités? Il faut aller travailler avec la SNCF. Comment on fait pour remettre des trains? Comment on fait pour faire comme en Allemagne où on diminue le tarif du train plutôt que de l'augmenter? Donc en fait, là, il y a toute une barrière idéologique qu'il va falloir faire tomber. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus confronter public et privé parce que si on veut faire la transition énergétique, il va falloir que tout le monde aille dans le même sens. Sinon, elle ne se fera jamais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens se mettent dans le crâne. Il faut que tout le monde converge sur des consensus sur comment on veut s'y prendre, quelle somme on veut y mettre et combien on transforme et en combien de temps. Donc sans planification, on n'y arrivera pas. Sans budget alloué, on n'y arrivera pas. Sans consensus entre les personnes pour décider de qu'est-ce qu'on fait à quel endroit, on n'y arrivera pas. Et sans se demander comment on fait pour empêcher que les tarifs montent. Et donc, en fait, parce qu'il va falloir orienter, en fait, les gens sur leur modalité de transport, là, par exemple. Donc, comment on fait pour aller dans le sens inverse des privatisations, où les privatisations, ça demande de donner des dividendes à des actionnaires. Et donc, forcément, tu fais monter les prix. Il faut faire de la pub. Donc, là aussi, ça fait monter les prix. Donc, c'est pas possible en fait de résoudre les problèmes si par exemple au Parlement tous les partis sont opposés en ayant chacun leur idée, bah ça marchera pas. On va pas y arriver. Donc il va falloir demander qu'il y ait des gens qui se mettent à discuter ensemble autour de commissions d'enquête, qui réfléchissent à comment on s'y prend, quel consensus, quel planning, et voilà, et quelles sommes allouées. Et pour les sommes allouées, évidemment qu'à un moment donné, on va arriver à se dire mais il va falloir de l'argent public en quantité importante. Et ça, c'est des impôts. Or, on sait aujourd'hui que la République en marche, ou Renaissance, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant, leur idéologie, c'est pas d'aller vers plus d'impôts. Eux, ils voudraient moins d'impôts. Oui, ce qu'ils souhaitent, c'est un désengagement de l'État d'une manière générale. C'est-à-dire qu'en fait, voilà. Il y a une volonté de confier beaucoup de missions qui sont de l'ordre du public à l'heure actuelle au privé, toujours de plus en plus, jusqu'à quasi-disparition de l'État, en fait. Voilà. Et ça, en fait, clairement, en termes énergétiques, c'est pas possible parce qu'en fait, on démultiplie les acteurs. Et en fait, c'est comme si, au lieu d'optimiser, on maximisait. Donc, on consommera plus, on fera. Donc, en fait, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il faut avoir surtout que c'est assez logique, c'est-à-dire qu'en fait, naturellement, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes de coordination, quoi. Et puis de trouver justement les accords en question. C'est plus tu multiplies les acteurs, si tu travailles en équipe de 3, par exemple, et que tu travailles en équipe de 10, bah, c'est vrai qu'en équipe de 10, c'est quand même un peu plus compliqué, quoi. C'est-à-dire, en fait, il te faut beaucoup plus d'interactions. Et tout sera plus compliqué entre des acteurs privés entre eux. Ah oui, ça c'est sûr, parce qu'il y aura la notion de profit qui viendra se mettre entre les deux en plus. Donc,
Voilà. Donc je reprends sur les carburants. Ça fait déjà une petite heure qu'on y est. Comment vous voulez que ça se passe sur les prochains moments? Tu dis Est-ce que encore une troisième tu, partie ou tu voulais encore conclure comment ça se passe? Moi, je peux encore revenir avec le reste la prochaine fois. J'en ai pour beaucoup là. Alors on pourra faire une troisième c'est comme partie. tu souhaites. Pareil. Ouais. À la limite, si tu veux faire une petite synthèse pour ce Ouais, moment-là, puis on je vais profitera pour en conclure faire une quand même troisième sur le partie. pétrole et le gaz. Ouais. Notamment pour dire que, par exemple, en France, voilà, là, si on voit en 2020, on avait 60 millions à peu près de tonnes équivalent pétrole en termes de carburant qu'on a importé pour le raffiner. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, on en a perdu déjà donc à peu près la moitié. Hein, et globalement, ce qu'on produit, c'est du gasoil. Donc ça donne une idée de la façon dont les personnes se déplacent en France majoritairement aujourd'hui. Ils utilisent des voitures diesel. Les transports, c'est aussi du diesel. Et on voit que la partie samplon 95, elle est réduite. Et le samplon 98 encore plus. Je termine sur les importations de gaz naturel. Là, on voit que, par exemple, nos importations à nous, c'est la Norvège majoritairement. Ensuite, on avait 17% pour la Russie. On voit ici que on a un plateau, grosso modo, hein, ces dernières années pour le gaz qui vient de Norvège. Et là aussi, en fait, il y a des transformations à faire parce que ce qui va se passer, c'est que notre quantité en fait de gaz qu'on va pouvoir importer, à part en le remplaçant par le GNL qui vient des USA et du gaz de schiste, ça va être très compliqué de le maintenir en fait à haut niveau parce que j'ai envie de dire, il y a une consommation mondiale qui est en train de se développer du gaz. Et donc, voilà, la répartition, elle va se faire et la France, mais l'Europe plus en général, va avoir à payer plus cher pour réussir à avoir du gaz. Donc ça, c'est vraiment important. Par exemple, il faut savoir que là, pendant qu'on avait des problèmes, nous, en approvisionnement en gaz, on a payé plus cher pour notre gaz et ça a empêché des pays comme le Pakistan ou la Thaïlande, par exemple, d'avoir accès à certaines quantités de gaz. Donc ça veut dire qu'on est déjà en termes de compétition sur l'approvisionnement énergétique. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc la prochaine fois, j'attaquerai le mix électrique français. Là, ce que je peux dire aujourd'hui, ce sur quoi je peux finir, c'est que il va falloir qu'on sorte et du pétrole. Donc ça, c'est acté pour les moteurs thermiques, mais il faut aussi changer donc les chaudières à fioul. Il va falloir sortir du gaz, sauf que le gaz, donc je le disais, c'est ce qui permet la consommation de pointe d'électricité majoritairement. C'est-à-dire que c'est avec ça qu'on adapte rapidement notre production électrique. C'est aussi quelque chose qu'on utilise dans l'industrie. Donc là, c'est de l'innovation technologique qu'il va falloir. Et puis ensuite, si on parle de pétrole par rapport au transport, il faut évidemment qu'il y ait plus d'électrification du transport. Alors, ça peut être des véhicules électriques, ça peut être des vélos à assistance électrique, ça peut être plus de trains. Plus de trains. Voilà, ça veut donc dire qu'il va falloir à un moment donné qu'on produise plus d'électricité et en quantité donc continue. Ça, c'est ça qui est important à comprendre. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc, on pourra reprendre sur le mix électrique français la prochaine fois. Et on pourra conclure sur cette première partie. La semaine prochaine, si tu veux bien, si tu es disponible. Alors, et disponible, que ça on marche va sur avoir Gauthier aussi. l'organisation, mais ouais, ça sera faisable. Maintenant que tu peux ouvrir, créer et éditer, je vais créer de toute façon le paramétrage. Et en tout cas, c'était super chouette. Merci Cyril encore de la disponibilité. De rien. Donc, et Nico, en tout cas, de l'animation. Ça permet d'avoir une idée, je pense, pour les gens, de se rendre compte de quoi on est dépendant. Complètement. C'est pas de la nourriture pour nous, c'est de la nourriture pour nos voitures, pour nos usines, pour nos centrales thermiques quand on en a encore. C'est aussi ce qui nous permet, voilà, tous les jours de se déplacer, d'avoir de la chaleur chez nous. Voilà,
puis ça soulève des questions très importantes à la fois pour le présent, mais aussi et surtout pour l'avenir, en fait. Surtout si on parle de décarbonation. Aucune des deux énergies, là, pétrole ou gaz, on ne pourra pas continuer à les utiliser si on veut arriver à la neutralité carbone en 2050. Voilà. Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Il faudra en sortir totalement. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et c'est pour ça que jusqu'à 2050, il faut un plan qui soit transpartisan, parce que s'il n'est pas transpartisan, en fait, comment on fait à chaque fois qu'il y a une alternance sur les groupes politiques qui arrivent au pouvoir? C'est pas possible. Donc, il faut vraiment réussir à se mettre rapidement en accord là-dessus. Moi, je pense que ce pourquoi ton intervention était vraiment géniale, c'est qu'en fait aussi, ça nous permet de voir justement l'overview d'une manière générale, c'est-à-dire qu'en fait, voir l'imbrication de chaque chose, l'impact justement des décisions et puis en fait des interactions des différents paramètres de la vie aussi, je pense. Je le redis, hein, il va falloir qu'il y ait des scientifiques, des ingénieurs, des personnes qui sont sur les territoires et ensuite après des parlementaires qui se mettent autour de la table et qui travaillent dessus en fait. Hein. Il faut des consensus, un peu comme il y avait eu la Convention citoyenne pour le climat, mais cette fois-ci avec des gens qui ont déjà, j'ai envie de dire, les compétences pour les lois, pour les technologies, pour la faisabilité des choses en fait. En fait, je pense que c'était le bon point de départ. Le problème, c'est qu'en fait, c'est resté lettre morte. S'ils étaient partis justement de ce qu'ils avaient organisé pour justement réunir ensuite tous les professionnels des différents secteurs qu'il fallait, etc., et commencer à mettre les choses en place, là, on aurait eu une très bonne et très grosse base de travail. Et en fait, le problème, c'est que bon, ce truc a été un truc d'affichage, en fait, ni plus ni moins. Hein. Ouais, je vais faire une toute dernière remarque. Après, je pense qu'on pourra clôturer. C'est il y a, par exemple, le Shift Project est en train de monter pour chacun des pans de la société des plans de transformation sur l'énergie et sur les modalités. Donc ça, c'est bien. C'est un groupe extérieur qui vient se mettre dans le débat et qui pousse. Il y a RTE qui fait des scénarios, j'en parlerai plus tard, qui fait des scénarios pour comment avoir un mix énergétique et électrique particulièrement pour le pays à l'avenir 2050 décarboné. Ça, c'est bien, il faut aller regarder, il faut prendre. Maintenant, on aimerait qu'on ait les mêmes plans, par exemple, sur SNCF. Qu'est-ce que vous faites en 2050 pour pouvoir permettre à ce qu'il y ait plus de développement du transport pour les gens? La même chose, par exemple, sur la partie ferroutage. Quel plan vous mettriez en place? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et en fait, il faut mobiliser les entreprises, ces grandes entreprises qui autrefois étaient des grandes entreprises publiques, hein, même si EDF est aujourd'hui majoritairement public, mais il faut les amener à nous proposer des choses qui soient ensuite débattues politiquement. Et comme je disais, ensuite, c'est là où les gens font le choix. Qu'est-ce qu'on veut pour la France? C'est quoi le principe? On veut plus d'industrie, plus réindustrialisé. On veut plus j'allais dire, de local avec plus d'agriculture qui reprennent le pas. Donc ça, en fait, c'est une question de société. Qu'est-ce qu'on veut comme société? Il va falloir qu'on y pense et qu'on mette ça sur la table parce que les scénarios qui vont se mettre devant nous, c'est des scénarios qui vont aussi nous engager sur des modes de vie forcément différents entre ceux qui vont produire beaucoup d'électricité et ceux qui nous en proposeront moins. Ceux qui proposeront plus de transport, ceux qui en proposeront moins. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Ah, c'est une belle conclusion, effectivement.